heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indes radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour. Oui à la concertation, oui à la différenciation. C'est le message qu'est venu faire passer Édouard Philippe hier au président de région. Ils étaient réunis en congrès à Bordeaux. On en parle avec un ancien président de région, mais il est surtout actuellement le président du groupe La République En Marche au Sénat. C'est le sénateur de Côte d'Or, François Patria. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Éric Woerth, le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Patrice Moyon de Ouest France. Et puis vous le savez, toutes les semaines, nous allons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous sommes dans les Pyrénées-Atlantiques pour parler immigration, puisqu'un débat aura lieu sur ce sujet au Parlement la semaine prochaine. Et enfin, le Club des territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu, un club qui sera en grande partie consacré aux maires, puisque le Sénat tire aujourd'hui les conclusions du questionnaire qu'il a envoyé aux maires après la mort du maire de Signes, et le Sénat qui va faire des propositions pour améliorer leur protection. Et puis vous le verrez, un sondage exclusif OpinionWay pour Public Sénat et l'INCAS sur la manière dont les Français voient leur maire. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mercredi 2 octobre. La loi sur le statut de l'élu débute son parcours parlementaire. Portée par Sébastien Lecornu, elle vise à répondre au malaise des maires. Elle est examinée en commission au Sénat aujourd'hui. À Rouen, l'inquiétude ne retombe pas et la colère monte. La liste des produits entreposés dans l'usine de Lubrizol a été publiée hier, comme promis par Édouard Philippe. Plusieurs milliers de personnes ont néanmoins manifesté hier pour réclamer la vérité. Les policiers dans la rue aujourd'hui pour une marche de la colère sur fond de hausse des suicides et de réforme des retraites. Ils dénoncent leurs conditions de travail, mobilisation inédite depuis 20 ans. Et puis Nicolas Sarkozy ira devant les juges dans l'affaire Big Malion. La Cour de cassation a confirmé hier le renvoi de l'ancien président de la République devant le tribunal. François Léotard et Édouard Balladur seront eux jugés par la Cour de justice de la République dans l'affaire Karachi. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu de Côte d'Or, préside le groupe La République En Marche ici au Sénat. Bonjour François Patria. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors l'actualité est chargée, beaucoup de sujets à voir avec vous. On va commencer par Rouen. Ouais. L'inquiétude ne retombe pas dans la population et on le voit, la colère monte. Il y a eu des manifestations hier. La liste des produits présents dans l'usine de Lubrizol a été publiée, comme s'y était engagé Édouard Philippe. Mais néanmoins, est-ce que le gouvernement a failli dans la gestion de la catastrophe ? D'abord, dire que le gouvernement a failli, je ne l'accepte pas, dans la mesure où depuis jeudi dernier, 5 ministres, dont le Premier ministre, se sont rendus à Rouen, d'abord pour informer la population de tous les éléments dont il avait connaissance, ensuite pour prendre des mesures, contrairement à ce qui a été dit vis-à-vis des écoles, des gens qui travaillent, qui se déplacent, vis-à-vis du monde agricole, des produits, ce qui crée par ailleurs des remous qui sont pas simples. Mais en même temps, je comprends je comprends parfaitement la peur, l'inquiétude des habitants de Rouen devant un phénomène dramatique, on l'explique comme tel, mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne leur dit pas tout ? Le gouvernement leur dit tout. Et donc ce sujet, mais pourquoi le gouvernement retiendra-t-il une information en matière nucléaire, autre chose ? On ne peut pas associer ça à l'affaire de Tchernobyl. Le gouvernement a demandé aux agences indépendantes, qui sont indépendantes, de donner immédiatement les résultats de ce qu'elles pouvaient avoir par ailleurs. Le préfet tient au courant la population de jour en jour, d'heure en heure, dans le même temps que les populations qui veulent savoir tout de suite. Mais tout de suite, on le sait au fur et à mesure des analyses qui sont faites. Donc je crois qu'en l'occurrence, j'entends bien la peur des Rouennais, j'entends bien leur inquiétude par ailleurs, mais il y a toujours une défiance. Alors j'entends bien que le gouvernement, certains disent, aurait dû faire une commission indépendante qui informe les gens. Mais le temps de mettre en place cette commission indépendante, elle aurait les éléments, pas plus tôt que le gouvernement par ailleurs. Quel serait l'intérêt du gouvernement de dissimuler quoi que ce soit à la population, alors que tous les ministres, aujourd'hui,
font du care, font de la protection, ils sont là justement pour prendre les mesures qui protègent la population. Voilà, c'est une réaction classique, on le voit bien, toujours que fait le gouvernement, que fait l'État. Je trouve qu'en l'occurrence, l'État est tout à fait transparent, est à la manœuvre tous les jours. Des parlementaires demandent une commission d'enquête, c'est le cas d'Olivier Faure à l'Assemblée nationale, de Catherine Morin-Desailly au Sénat. Est-ce que pour vous, elle est nécessaire, cette commission d'enquête, pour faire toute la lumière? Je vois bien là, les Républicains et les socialistes dans leur attitude pusillanime. Je dirais, allez, c'est l'attitude politicienne. Est-ce que vous imaginez qu'une commission d'enquête, à ce jour, va répondre aux inquiétudes actuelles, le temps qu'elle se mette en place, qu'elle enquête, qu'elle auditionne? Alors là, si le gouvernement faisait ça aujourd'hui, ça c'est une attitude politique du vieux monde. Vous vous rendez compte que ce sujet, qui est un sujet de santé publique, qui inquiète les gens par ailleurs, devient un objet politique pour faire de la contestation politique. Je trouve ça un peu mesquin et un peu ridicule. Eh bien, c'est dit. Autre sujet, François Patria, les retraites, puisque Emmanuel Macron lancera demain la concertation citoyenne sur cette réforme des retraites. Ce sera à Rodez, ça devait être la semaine dernière, mais ça a été reporté pour cause obsèques de Jacques Chirac. Emmanuel Macron qui lance cette consultation, est-ce que ce n'est pas un moyen pour l'exécutif, pour la majorité, de gagner du temps sur cette réforme sensible? Alors, j'entends beaucoup de choses. J'entends que le chef de l'État lance le débat sur l'immigration pour dissimuler le problème des retraites. Oui, pourquoi vous lancez l'immigration alors que, en fin de compte, c'est pour pas qu'on parle des retraites? Non. Le gouvernement prend à bras-le-corps des sujets dont les Français se saisissent, qui sont des sujets d'angoisse pour les Français et pour lesquels il faut apporter des réformes. Moi, je me souviens de ce qu'a dit le chef de l'État pendant la campagne électorale. Ce pays est confronté à des défis. Il y a le défi climatique, il y a aussi le défi des générations, il y a le défi du déficit public, il y a le défi numérique, il y a le défi écologique. Et ces défis, aujourd'hui, il les prend à bras-le-corps. Jean-Paul Delevoye avait déjà beaucoup consulté, ça fait 18 mois qu'il consulte. Pourquoi consulter encore? Ah non, mais aujourd'hui, Jean-Paul Delevoye a consulté et fait des propositions. Maintenant, si on ne consultait pas sur les propositions, on vous dirait que vous passez en force. Le gouvernement, contrairement à ce qui lui a été reproché dans l'acte 1, dit jupitérien. Aujourd'hui, dit non, cette réforme est tellement importante, je vous rappelle que cette réforme aura ses pleins effets en 2040. En 2040. Donc si on veut la réussir aujourd'hui, il faut la réussir sur de bonnes bases. Il faut d'abord apurer les comptes et qu'elle parte sur des bases financières solides, et le gouvernement y travaille aujourd'hui. Et il faut que les Français l'entendent. Parce que sur les retraites, moi j'ai des enfants qui me disent qu'ils ne croient plus qu'ils auront une retraite, qui n'y croient plus. Et quand on dit aux Français, avec cette réforme, vos retraites vont baisser, non mais on oublie de leur dire que si on ne fait pas la réforme, eh bien leurs retraites vont forcément baisser en 2025 et que forcément les cotisations vont monter. Donc on va partir sur un système plus juste. Je trouve que c'est la bonne méthode que prend le gouvernement. C'est une réforme qui ne passe pas forcément chez les Français. Qu'est-ce que vous allez faire si les Français disent le contraire de Jean-Paul Delevoye? Vous allez balayer le projet de réforme de Jean-Paul Delevoye? Mais l'objet de la concertation maintenant, et d'ailleurs j'ai participé à une concertation la semaine dernière avec le MEDEF en Côte d'Or, vendredi. Il est devenu devant des opposants, devant des avocats, devant des gens qui aujourd'hui contestent la retraite. Il est parti avec une standing ovation. Donc je pense que la concertation, parce que dans cette affaire, il faut faire de la pédagogie, expliquer aux Français pourquoi on change et comment on change. Et je pense que le chef de l'État, aujourd'hui, qui va continuer, je pense à rencontrer les Français sur un sujet tel. D'ailleurs, j'ai proposé, j'ai dit, j'ai écouté Jean-Paul Delevoye. Il prendra en compte les situations particulières. Si on parle des policiers, on y reviendra. On va y revenir. Et moi, je pense qu'il faudra sans doute des émissions grand public, face au public, pour que les gens entendent les réponses et surtout... Avec qui? Avec Emmanuel Macron? Non, je crois avec des panels de Français. Je souhaite qu'on puisse le faire. Mais qui face à eux pour leur répondre? Il pourrait y avoir un ministre, il pourrait y avoir Jean-Paul Delevoye, en particulier lui, parce que je trouve qu'il connaît le sujet à fond. Il a fait des propositions. Je pense qu'elles sont détournées par certains aujourd'hui, par certains opposants. Cette réforme est un bel objet. Elle pose 1000 questions. Cette réforme est un bel objet en matière de justice et d'équité et d'efficacité économique, de survie d'un système par répartition qui ne mettra pas à mal les pensions de reversion comme je l'entends. Il faut l'expliquer. Si on n'explique pas aux Français avant, ça passe par des débats télévisés. Et je vous assure que j'espère et je souhaite, je pense que le gouvernement passera cette réforme et qu'il le fera intelligemment. Eh bien, le message est passé. On va passer à l'actualité du Sénat. François Patria a commencé par l'audition de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin. C'était hier. On en parle avec notre journaliste parlementaire, Quentin Calmet.
Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour François Patria. Bonjour. Et Quentin, les locataires de Bercy qui étaient donc auditionnés hier au Sénat, bien sûr sur le prochain budget 2020 à venir, un budget qui est censé répondre à la crise des Gilets jaunes. Voilà, et en écoutant hier l'audition de Gérald Darmanin et de Bruno Le Maire, on a vu que l'équation, elle s'annonçait compliquée entre la réponse à la crise des Gilets jaunes et le ralentissement mondial de la croissance économique. Et donc forcément, ça donne ce budget entre politique de l'offre et politique de la demande, où il faut à la fois favoriser l'investissement et la consommation. On a voulu regarder quelques chiffres via une infographie sur ce budget 2020. Vous allez les voir, ces chiffres. Il y a cette baisse de l'impôt pour les ménages, avec 9 milliards d'impôts en moins pour les ménages. Le gouvernement va réduire l'impôt sur le revenu et aussi continuer la suppression de la taxe d'habitation. Il revoit son objectif de suppression des postes de fonctionnaires. Ça devait être 15 000 cet été, c'était encore l'objectif. Ce sera finalement 10 500. Quand, côté qui rapporte un petit peu d'oxygène au gouvernement, on le voit, il y a ces taux d'intérêt très faibles qui permettent d'emprunter et d'économiser au final 5 milliards d'euros en 2020. Et Quentin, une audition marquée par un accrochage entre le président de la Commission des Finances et Bruno Le Maire. Voilà, c'est assez rare pour qu'on le relève. Le ton est monté hier entre Bruno Le Maire et le président socialiste de la Commission des Finances sur l'épineuse question de la suppression de l'ISF. Le gouvernement ne donne pas tous les chiffres que réclame la Commission des Finances depuis le mois d'avril sur cette suppression. Le Parlement essaye de avoir les chiffres sur le retour d'exilés fiscaux ou encore sur ce qu'a pu rapporter la suppression de l'ISF. Et donc ça a donné cet accrochage hier en commission. On regarde un extrait. Je crois que pour des raisons juridiques, une fois encore qui m'échappent totalement, le Sénat ne pouvait pas être dans ce comité d'évaluation. Non, nous l'avons refusé, vous comprenez. C'est pas juridique, c'est politique. Nous l'avons formellement refusé. Nous n'avons pas vocation en tant que parlementaires, alors que nous participons à la décision d'intégrer des comités d'experts. Excusez-moi de vous interrompre. Nous ne sommes pas des experts. Nous sommes des acteurs de la vie politique. Donc nous n'avons pas notre place au milieu des experts. Les experts, nous les convoquons. Ils viennent ici. Ils nous rapportent leurs travaux. Ils nous rendent leurs conclusions. Et nous les analysons. Mais nous ne sommes pas des experts. Nous sommes des parlementaires. Vous parlez à la représentation nationale. Voilà, l'ensemble de cet échange très tendu est à revoir sur publicsénat.fr avec l'article de Guillaume Jacot qui revient sur tout le contexte autour de cet accrochage. Eh bien, merci beaucoup Quentin. On vous retrouve un petit peu plus tard pour votre revue de presse. On l'a vu, échange tendu. Quentin parlait au début de sa chronique des Gilets jaunes. Est-ce que ce budget 2020, il est clairement dicté par les Gilets jaunes, François? Non, je vais réagir un instant sur Vincent Eblé. Allez-y. Qui nous fait du Mélenchon, là. Attendez, il nous pique une colère. Il dit nous ne sommes pas des experts. Et dans le même temps, le Parti socialiste demande une commission d'enquête sur Orient en tant qu'expert, justement. Ils veulent une commission d'enquête parce qu'ils deviennent des experts. Donc je pense que, ces positionnements politiques, me fait sourire et date d'un temps. Voilà. Alors, votre question. Sur le budget, est-ce que c'est un budget clairement dicté par les Gilets jaunes? Non, c'est un budget qui aujourd'hui tient compte de la réalité politique, économique, internationale et des réponses qui ont été faites par le chef de l'État à la crise des Gilets jaunes, et vous avez raison de le dire. Redonner du pouvoir d'achat, c'était bien une demande. C'était bien demandé. Aujourd'hui, vous savez que le gouvernement a répondu par presque 20 milliards de pouvoir d'achat qui est redistribué aux Français. Baisser les impôts. On n'a jamais baissé autant les impôts que cette année, alors que d'autres les ont montés pendant des décennies. Et je me souviens, j'en faisais partie. Ce budget aussi a une évidence que personne ne relève, c'est stabilisation de la dette. 98%. Pour la première fois, on stabilise. Baisse des prélèvements obligatoires. De 0,5 certes, mais baisse des prélèvements obligatoires. On inverse la courbe. Et dans le même temps, nous sommes dans les clous pour pouvoir effectivement baisser la dette par rapport au PIB, 2,2%, 1,8 l'année prochaine, peut-être 1 à la fin du mandat. Ça encore, personne ne l'avait réussi avant, dans un contexte que nous connaissons de ralentissement économique. C'est pas gagné, puisqu'on apprend que Bercy revoit ce matin le déficit, la hausse du déficit 2022 à 1,5%. Est-ce que justement, avec ces économies qui, certes, vont faire plaisir aux Français, est-ce que vous ne prenez pas le risque de creuser le déficit et de faire monter la dette? Vous dites qu'elle est stabilisée. Est-ce qu'elle le restera? Est-ce qu'elle ne va pas franchir la barre des 100%? Non, mais l'objectif du gouvernement, c'est justement de faire en sorte que la dette ne dérive plus. Mais où les fait-vous alors, les économies? Elle ne dérive plus cette année. Le gouvernement a fait des économies dans beaucoup de domaines, quand même, aujourd'hui. Parce que les économies, ça devait passer par les fonctionnaires. On le voit que finalement, vous renoncez à cette baisse du nombre de fonctionnaires. 47 postes supprimés dans le budget. Vous ne pouvez pas, madame,
me demander chaque jour de répondre aux Gilets jaunes en disant on fait disparaître des services de proximité, on est abandonné, il y a les oubliés du territoire, il nous faut des services publics, puis le lendemain me dire mais vous baissez pas assez les fonctionnaires. Il faut savoir ce qu'on veut. Je crois que le gouvernement aujourd'hui parle intelligemment. Donc vous avez renoncé à certaines économies. Il y a certaines économies qui pour l'instant sont étalées dans le temps. Il n'empêche que le cap est gardé. L'équilibre des finances publiques est toujours l'objectif. Il est gardé dans le temps compte tenu de la conjoncture, compte tenu de la crise sociale. Ne pas en tenir compte, c'eût été ne pas entendre les Français. Il y a une inquiétude des collectivités sur la baisse, de la suppression même de la taxe d'habitation. Oui. Comment garantir qu'elle sera compensée? Hier, Gérard Larcher, qui était au Congrès des régions de France, il menaçait de ne pas ouvrir la séance sur le budget si aucune simulation n'était établie pour les collectivités locales impactées par cette réforme de la fiscalité locale. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais Gérard Larcher, dans son rôle aujourd'hui, il va sur les territoires, il ne parle que des territoires, il s'occupe des territoires, j'entends bien. Bon, mais... j'ai rencontré des maires la semaine dernière. Je fais le tour, vous savez, chaque semaine, chaque vendredi, je rencontre des communautés de communes, des syndicats mixtes, je vois. Quand on leur dit aujourd'hui ce que fait ce gouvernement, à la fois pour les maires et pour leur budget, quand on dit aux maires, la suppression de la taxe d'habitation pour 2022, elle sera totale, elle sera intégralement compensée, le gouvernement dit comment. C'est technique aujourd'hui, je ne vais pas leur dire. Mais la parole de l'État, elle est tenue. Et aujourd'hui, elle est tenue pour les Français qui, pour la dernière fois, vont payer, pour certains, la taxe d'habitation cette année. Et elle sera complètement compensé et indexé. En second lieu, on ouvre aujourd'hui pour les maires une nouvelle fiscalité locale. Quand on dit qu'aux maires, ce qu'on n'a pas osé faire d'autres avant, dont la majorité à laquelle j'appartenais, on va changer la fiscalité. Les départements auront une part de la TVA qui est un financement dynamique, puisque ça monte tous les ans. J'ai bien vu quand on l'a obtenu pour les régions, que maintenant les régions ont beaucoup plus d'argent qu'avant par la TVA. Les communes auront le foncier intégralement, et les communautés de communes auront une partie du foncier et une partie de TVA. Aujourd'hui, on fait une clarification dans des ressources qui vont sécuriser les maires, qui leur donnent des ressources pérennes et dynamiques, puisqu'ils pourront en modifier le taux. Réjouit pas forcément tout le monde, notamment les départements. Qui? Pourquoi? Les départements. Qui ne sont pas contents de perdre le foncier bâti. Non, mais les départements vont avoir une recette qui est beaucoup plus et qui est bien plus évolutive. La TVA augmente tous les ans. Et en fonction de la croissance, elle augmente tous les ans. Et moi, j'ai discuté avec un président de département, le mien, cette semaine. C'est pas ce qu'il m'a dit à ce sujet. Les régions l'avaient demandé, les départements l'obtiennent. C'est très positif pour les départements. Allez, on va parler des régions, puisqu'hier, on le disait, se tenait leur congrès à Bordeaux. Édouard Philippe était présent pour tenter de renouer le dialogue avec les régions. Qu'a-t-il dit? On voit ça avec Samia Dechier. Ils se verront désormais tous les 3 mois. Édouard Philippe a accepté la création de comités trimestriels entre l'État et les régions. C'était une proposition d'Hervé Morin. L'idée de mettre en place un dialogue régulier me semble une proposition sage et parfaitement entendable. Et je vous propose, plus exactement, je me propose de répondre favorablement à votre proposition. Une manière de répondre à la demande pressante de décentralisation des élus. Les régions veulent plus de compétences sur la gestion des fonds agricoles européens, par exemple. Le premier comité État-région annoncé pour fin octobre sera consacré à l'agriculture. On est prêt à jouer le jeu. Si dans 3 mois on constate que c'est en vérité une balade de gens heureux à laquelle on a été appelé à participer, il est évident qu'on ne l'oubliera pas. Une mise en garde suivie d'une autre plus corsée. Celle-là est venue de Gérard Larcher sur la réforme des finances locales. Aucune simulation n'a été faite territoire par territoire pour compenser la suppression de la taxe d'habitation, dénonce le président du Sénat. Il menace tout simplement de ne pas ouvrir la séance d'examen du budget 2020 au Sénat. Si nous n'avons pas les simulations dans chacun des territoires, dans chacune des communes, je n'ouvrirai pas la séance. Et ça, c'est un pouvoir absolu. Je n'ouvrirai pas, c'est-à-dire je l'ouvrirai, je la fermerai successivement. Des études d'impact, Gérard Larcher en demande aussi sur la loi de décentralisation prévue pour 2020. Les collectivités veulent avoir leur mot à dire sur les réformes. Gérard Larcher donne le ton et semble prêt au bras de fer. François Patria, vous connaissez bien ce sujet, vous avez été président de la région Bourgogne pendant plusieurs années. Si hier vous avez été à Bordeaux, encore président de la région, est-ce que vous auriez été vraiment convaincu par le discours d'Édouard Philippe? J'aurais dit qu'enfin, nous sommes entendus. La différenciation. C'est une demande des présidents de région. Ma présidente de région en Bourgogne, Madame Dufay, est venue à Besançon l'année dernière demander au chef de l'État le droit à la différenciation. Mais alors on a l'impression quand même que depuis le début du quinquennat, on entend concertation, différenciation, mais que rien ne se fait. Le gouvernement a déjà avancé à travers les mesures qui ont été prises depuis 2 ans
les régions ont plus de responsabilités, en ce sens que maintenant, elles sont mieux identifiées, mieux partagées, mieux clarifiées. On le voit bien pour les transports, pour l'économie, pour le tourisme. On a beaucoup avancé dans ce domaine. Il me semble qu'on n'a pas fait les reculades ou les blocages qu'ils ont fait par le passé. Rappelez-vous, qu'est-ce que reprochent aujourd'hui les élus? Ils reprochent quoi? La loi NOTRe et la baisse des dotations. Ce gouvernement n'a pas baissé les dotations depuis 2 ans, il les a même augmentées pour certains. Et en second lieu, la loi NOTRe, on est en train d'enlever les irritants. C'est le travail qu'engage aujourd'hui M. Lecornu et Darmanin hier ici au Sénat. La loi NOTRe qui a été faite sous le gouvernement de François Hollande, que vous souteniez à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites que c'était clairement une erreur cette loi NOTRE? Je pense que la loi NOTRe, je l'avais dit à la ministre, je l'avais dit à l'époque, c'est une bouillie. Et tout le monde ici, je vous signale que le Sénat l'a voté. Le Sénat l'a voté. La majorité du Sénat ici, qui aujourd'hui l'ont voté. Donc il y a eu un accord avec l'Assemblée sur ce sujet. Donc aujourd'hui, nous envoyons bien les irritants. Et à travers les 12 propositions du texte de loi de M. Lecornu, il y a une suppression des irritants, une protection des maires, des possibilités d'ouverture, par exemple pour les syndicats de délégation, de responsabilité, par exemple pour sortir aujourd'hui d'un EPCI, pour le rendre plus adaptable à la vie locale. Tout ça est fait dedans. Alors, quand j'entends les évaluations, à partir du moment où le gouvernement vous dit « je vais compenser intégralement aux communes la taxe d'habitation », ça veut dire quoi une évaluation? C'est une menace dans le vide. De qui? De la part de Gérard Larcher? De la part de Gérard Larcher. Pourquoi il fait ça? Là aussi, vous nous dites que c'est de la politique. Il est dans le positionnement politique. Vous avez compris que Gérard Larcher, pour qui j'ai du respect, de l'amitié par ailleurs, nous sommes tous les deux vétérinaires, nous nous connaissons depuis longtemps par ailleurs, dit aujourd'hui, nous sommes l'opposition et nous sommes les territoires. Mais nous sommes la majorité et nous représentons des Françaises et des Français et pas des territoires. Un mot sur les maires, puisque vous en parliez, les maires dont les agressions se multiplient, malheureusement. Le Sénat va tirer aujourd'hui les conclusions du questionnaire qu'il a envoyé à tous les maires de France après le décès du maire de Signes. Il va faire aussi des propositions, le Sénat, pour renforcer leur protection. La loi sur le statut de l'élu est examinée à partir d'aujourd'hui en commission. Est-ce qu'il y en a assez dans cette loi pour la protection des maires? J'ai le sentiment que depuis 2 ans, je vois ici, le Sénat, la majorité du Sénat ici, passe son temps à essayer de lancer des PPL, des propositions de loi, textes de loi, pour court-circuiter le gouvernement qui avance dans des domaines où on n'avait pas avancé par le passé. On l'a vu sur beaucoup de textes de loi par le passé, sur la mobilité surtout. Là, le gouvernement a concerté et fait un texte qui va venir ici, en première lecture, au Sénat, le 8. Bien. Alors, et qui reprend beaucoup des travaux du Sénat d'ailleurs. Donc, et qui reprend des travaux du Sénat, qui reprend de la concertation. Dans le même temps, à la suite, on a voulu faire encore de la communication, de la médiatisation, et je ne mets en cause personne. Le Sénat s'est dit, allez, je vais m'emparer de la cause des maires, alors que le gouvernement y répond déjà. Mais écoutez, si vous voulez, si je vais vous dire, traitons déjà le texte de loi, allons au fond des propositions que fait Sébastien Lecornu. Puis on verra. Et pour vous, le questionnaire envoyé cet été, c'est de la com? C'est une partie de com. Moi, quand le président de la commission des lois m'a demandé, j'ai dit, bien sûr, je n'étais pas opposé. Tout ce qui peut faire remonter de la concertation, ce que fait aujourd'hui le chef de l'État, nous sommes d'accord. Mais je vous dis, si on veut faire les choses bien, examinons le texte de loi, regardons la remontée du questionnaire qui est sans doute pas négatif, qui a des propositions intéressantes. On peut amender le texte de loi à partir de cela. Ça, c'est de la bonne méthode. Mais vouloir faire croire aujourd'hui qu'on va faire mieux que le gouvernement, parce qu'on a fait un questionnaire, alors que à la différence, le gouvernement ne lui fait pas un questionnaire, il fait un texte de loi. Et ce texte de loi, j'ai commencé à aller, beaucoup d'élus sont allés dans le territoire pour le proposer aux élus, et je vous rassure qu'il a une texte de loi qui arrive opportunément 6 mois avant les municipales. Est-ce que vous aussi, vous ne faites pas un peu de politique? Ah ben non, parce que, écoutez, si on veut que ce texte soit efficace, on veut qu'il soit voté avant la fin de l'année, pour que les futurs maires sachent les outils dont ils disposeront. Par exemple, auront-ils le droit à la formation? Il faut qu'ils le sachent avant. Auront-ils droit à une indemnité de remplacement? Auront-ils droit à une protection juridique? C'est quand même mieux qu'ils le sachent avant. Si on avait enjambé, vous direz, mais après on nous dirait c'est trop tard. Vous le faites après. On le fait maintenant, parce que l'année dernière, au Congrès des maires, c'était une demande, que le gouvernement réagit promptement et qu'il donne aujourd'hui des solutions positives qui doivent être reconnues avant la fin de l'année. Donc c'est de bonne manière et de bonne législation. Allez François Patria, on va maintenant regarder ensemble la revue de presse de votre département, de la Côte d'Or, avec Quentin Calmet. Et Quentin, on va commencer avec une information de France Bleu Côte d'Or.
Voilà, à la une du site France Bleu Côte d'Or, on revient sur cet appel à manifester lancé par une vingtaine de syndicats de policiers. Ils viennent de toute la France pour cette marche de la colère. Et donc sur France Bleu, on peut lire la longue énumération de ce qui est la difficulté de tous les jours de ces policiers, les dossiers qui s'empilent au niveau judiciaire, les réponses des tribunaux parfois décourageantes ou encore ces procédures de plus en plus compliquées. Sur le site de France Bleu, on revient dans une longue série d'interviews avec des représentants des syndicats de policiers sur ce malaise des policiers. Et autre info, Quentin, vous l'avez trouvé sur le site infodijon.com. Voilà, ça va vous intéresser, ça parle de jeunesse, François Patria. Comment les jeunes voient et veulent la Côte d'Or de demain. On parle de l'horizon 2050. Un questionnaire a été imaginé par des collégiens eux-mêmes et envoyé à 5000 collégiens qui ont répondu. Il faut lire cette information sur infodijon.com. On peut y lire justement que l'écologie revient forcément en tête des préoccupations des collégiens. Merci beaucoup, Quentin. Quentin qui parlait de ce malaise des policiers, on le disait en début de cette émission. Marche inédite, marche de la colère inédite depuis 20 ans. Que fait le gouvernement pour répondre à ce malaise des policiers? Tout d'abord, depuis un an, et vous savez que je soutiens Christophe Castaner, jamais un ministre n'a subi en 10 mois, comme responsabilité, comme affrontement par ailleurs, les événements qui se sont déroulés. Et on voit bien qu'avec ce qui s'est passé, même les manifestations de l'été, pas dans la rue, mais tout ce qu'il y avait à protéger dans le même temps, le G7 et autres, on voit bien que les policiers ont été soumis à un régime draconien de présence, et parfois de présence intense, et parfois menaçante par ailleurs. On ne peut pas d'un côté, j'entends bien des gens dire qu'on soutient le mouvement des Gilets jaunes, et de l'autre côté dire que les policiers ont trop de travail. Il faudrait qu'on serve cette contradiction. Les mêmes qui aujourd'hui soutiennent les Gilets jaunes plaignent les policiers. Donc je voudrais bien qu'on soit un peu plus cohérent. Un peu plus cohérent. Donc je pense que à ce jour, les policiers d'abord, ils vont aussi manifester pour leur retraite. Or j'ai bien entendu Jean-Paul Delevoye. Le problème des policiers et de certaines professions sera pris en compte, parce qu'on n'est pas policier toute sa vie dans les conditions aujourd'hui qu'on connaît, sera pris en compte dans la réforme des retraites. Donc les policiers ne seront pas perdants avec cette réforme des retraites. Non mais les policiers ont un système de retraite spécial aujourd'hui qui est inhérent aux risques et aux difficultés de leur profession. Ce risque, et ces demandes seront prises en compte dans la réforme des retraites. Jean-Paul Delevoye s'y est engagé. Quant aujourd'hui aux indemnités de compensation, le temps de repos qu'il n'y a pas eu, bon, après tout, les policiers manifestent comme d'autres catégories manifestent aujourd'hui. Il faut les entendre, parce qu'ils sont soumis à rude épreuve aujourd'hui. Et je pense que le gouvernement répond pour partie, ou répondra à leur attente. Un mot pour terminer, François Patria. Il ne reste malheureusement qu'une minute. Le débat sur la politique migratoire qui aura lieu au Parlement la semaine prochaine. Est-ce qu'avec ce genre de débat, vous ne faites pas le jeu du Rassemblement national? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un drame, un attentat, des difficultés pour parler de l'immigration? L'immigration est un sujet pas franco-français. L'immigration est un sujet mondial et surtout européen pour ce qui nous concerne. Regardez aujourd'hui ce qui, dans l'immigration, peut trouver des solutions en matière de droit d'asile, en matière d'AME, en matière de tous les sujets, en matière de protection des frontières, en matière de renouvellement de Schengen aujourd'hui. C'est quand même anticiper un problème qui intéresse tous les Français. Il ne va pas attendre la veille des élections pour le faire, on nous dira qu'on fera l'électoralisme. Je pense que la façon dont le gouvernement prend ce sujet aujourd'hui, par anticipation, avec une réflexion approfondie sur 5 ou 6 thèmes très importants, il le fait d'une autre façon que fait le Rassemblement national, qui ne connaît que la haine, l'exclusion, le repli sur soi et le local. On peut traiter l'immigration de façon différente. Il y a une demande humanitaire efficace de le faire. Je crois que le gouvernement le fait bien. Merci beaucoup. Merci François Patria d'avoir été avec nous ce matin, président du groupe La République En Marche au Sénat. Merci à vous. Dans moins de 3 minutes maintenant, c'est l'heure de l'invité politique. Et ce matin, c'est Éric Woerth, le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Nous parlerons entre autres du budget 2020 présenté la semaine dernière et de la réforme des retraites. Mais d'abord, on en a parlé avec François Patria. Hier avait lieu le congrès des régions de France à Bordeaux. Public Sénat en a diffusé les temps forts, dont le discours du Premier ministre Édouard Philippe. Je vous propose d'en revoir un extrait. J'en fous du bordel. Ça va? Monsieur le Président.
Mesdames et messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Région de Provence, Monsieur le Président de l'Assemblée des départements de France, Mesdames et messieurs les présidents régionaux, je vais vous inviter à nous pour rendre un humble hommage à l'ancien président de la République. Vous ici, Roxana. Je vous propose donc 7 minutes de silence en hommage à M. Jacques Chirac. Je vous propose de vous lever. Et que, également, alors, beaucoup de messages ont été passés, Monsieur le Premier ministre, entre hier et ce matin. Et vous avez pu le constater, votre discours est aussi, mais je faisais... Voilà, pardon pour le petit souci sur ce discours d'Édouard Philippe. On va passer maintenant à l'invité politique. Et ce matin, c'est Éric Woerth. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Vous êtes le député Les Républicains de l'Oise. Vous présidez la commission des finances de l'Assemblée nationale. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée ce matin par Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de parler longuement du budget avec vous Éric Woerth, on va parler des suites de l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. L'inquiétude de la population reste vive sur place, malgré les déclarations rassurantes des autorités, et la colère monte. Alors, Édouard Philippe s'était engagé à la transparence. La liste des produits a été publiée hier. Mais est-ce que pour vous, il y a eu une faillite, une faille dans la gestion de cette crise de la part du gouvernement ? En tout cas, je vois bien que la population n'est pas calmée. Les questions se posent. Donc, il y a certainement une question assez forte de communication, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas de communication de crise. Je pense que les autorités disent la vérité qu'ils ont. Par principe, je ne crois qu'aucune autorité publique aujourd'hui ne cacherait quoi que ce soit. Donc pour vous, pas de mensonge, pas de manque de transparence de la part du gouvernement ? Je ne crois pas qu'il y ait de mensonge. Ça me semble tout à fait impossible. Maintenant, il y a une diversité de communication qui est extrêmement dangereuse. Parce qu'elle crée de la confusion, parce que les mots sont pris les uns après les autres. On voit bien que les ministres ne sont pas, ou ne l'étaient pas en tout cas, coordonnés. Chaque ministre est allé sur le terrain, a fait sa déclaration plus ou moins à droite, posant à chaque fois des tonnes de problèmes. Il y a une pollution, en fait il n'y en a pas, il y en a quand même un peu. Enfin, les gens évidemment ne comprennent pas, les gens y vivent. C'est facile de dire ça à des centaines de kilomètres, c'est plus compliqué évidemment d'y vivre, d'avoir ses enfants à l'école. On se pose nécessairement beaucoup de questions et les citoyens ont raison de s'en poser. Et la réponse du gouvernement, elle n'est pas claire parce qu'elle a été à plusieurs voies, dans plusieurs sens, sans coordination particulière. Maintenant, à partir du moment où il y a des listes de produits qui sont publiées, ce qu'a dit le Premier ministre hier à l'Assemblée nationale, il le fait, évidemment. Que fait-on de listes de produits publiés ? Je vois bien que ça reprend maintenant d'autres types de questions. Quand ces produits brûlent, ça donne quoi ? Est-ce que ces produits étaient présents ? Et hier, justement, sur cette antenne, Olivier Faure proposait une commission d'enquête parlementaire. Vous soutenez cette idée ? On demande toujours des commissions d'enquête. J'en sais rien. Enfin, pourquoi pas ? Enfin, il faut savoir ce qui s'est passé. Il faut aussi savoir pourquoi ça a brûlé. Il faut savoir si, évidemment, l'ensemble des produits étaient autorisés, les produits qui y sont. Il faut savoir quels étaient les mécanismes d'urgence et se sont-ils déclenchés. Beaucoup de personnes et de citoyens considèrent qu'ils ont été prévenus très longtemps en retard, après beaucoup de temps. C'est le cas notamment, par exemple, des élus locaux qui n'ont peut-être pas pu jouer le rôle qu'ils auraient pu jouer. Bon, ça pose évidemment beaucoup de questions et j'espère qu'on pourra progresser sur la gestion de crises de cette nature. Mais le gouvernement, il a créé de la cacophonie par sa propre expression extrêmement cacophonique. Je pense que le problème, il est d'abord sanitaire. La question que se posent les Rouennais, c'est est-ce qu'il y a un danger ? Est-ce qu'il y a un danger maintenant ? Puis est-ce qu'il y a un danger à terme ? C'est plus compliqué. Et donc je crois que la ministre de la Santé aurait dû être en première ligne là-dessus parce que c'est un danger sanitaire. Et en fait, on voit plutôt la ministre de l'Environnement, un peu le ministre de l'Agriculture, parce que se posent évidemment des questions fondamentales pour les fermes qui sont autour. Bon, ça a besoin d'une... Pas de mensonge, mais c'est pas forcément la bonne réponse qui a été apportée. Non, je crois
pas du tout qu'il puisse y avoir le moindre mensonge. Je ne crois pas du tout qu'on puisse, et je ne crois pas du tout qu'on puisse penser que les autorités n'ont pas voulu donner les éléments qu'ils avaient au moment où ils les avaient. Donc, je n'ai pas de procès d'intention, mais en tout cas beaucoup d'amateurisme au fond dans la gestion. Allez, de cela. On va parler du budget, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ce budget 2020, présenté vendredi dernier par le gouvernement, 5 milliards de baisse d'impôts sur le revenu promise par l'exécutif, notamment en direction des classes moyennes. Est-ce que finalement, ce budget, c'est la politique rêvée de la droite? C'est exactement le budget qu'on n'aurait pas voulu faire. Enfin, vraiment. Et je pense d'ailleurs que c'est le budget que ne voulaient pas faire les ministres de Bercy. Je pense qu'il y a 2 ans, on leur aurait présenté un budget comme celui-là. Vous parlez de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin? Ouais, vous parlez même d'un budget en 3D. Oui, il y a de la dette, déficit et dépenses. On peut toujours baisser des impôts, ça fait toujours plaisir. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « je ne suis pas content parce qu'on a baissé mes impôts ». La vraie question, c'est comment on finance cette baisse d'impôts. Aujourd'hui, on ne la finance pas. On ne la finance pas par de la baisse de la dépense, ou en tout cas par des baisses de dépenses extérieures, totalement pas contrôlées par le gouvernement. Je pense par exemple aux intérêts de la dette qui baissent parce que tous les taux d'intérêt baissent, vous le savez, mais de façon considérable. Mais il n'y a pas d'organisation de la baisse de la dépense dans ce budget. Il y a surtout... Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, justement ? Il aurait fallu d'abord avoir un plan de réduction de la dépense. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on le dit au gouvernement, qui nous renvoie systématiquement la balle en disant à l'opposition, oui, et vous, qu'est-ce que vous feriez ? C'est ce que vous avez dit, ce que vous a répondu Bruno Le Maire dimanche sur votre budget en 3D. Il a dit, si j'étais taquin, je dirais qu'Éric Woerth porte une responsabilité dans le poids de la dette. Oui, comme lui d'ailleurs, il était dans les mêmes gouvernements entre nous. Enfin, c'était assez facile comme remarque. Et puis le gouvernement d'aujourd'hui, il évolue dans un contexte où il n'y a pas de crise économique. C'est beaucoup plus simple. C'est un petit temps, il y a un petit vent de croissance, pas grand-chose, mais enfin il y a un petit vent de croissance. Il y a des lourds nuages sur la croissance. Il y a une crise il y a des risques de crise, comme la vie d'ailleurs est un risque de crise. Mais enfin, il y a des risques de crise assez importants. On va pas les énumérer ici. On peut en dire un mot. Est-ce que, par exemple, le Brexit, c'est un risque de crise sur la croissance française pour vous ? Honnêtement, le président Sarkozy, quand il a eu affronté la grande crise, je ne sais pas ce que ferait ce gouvernement à ce moment-là. Donc on a évidemment augmenté la dette, évidemment augmenté les déficits à cette époque-là, parce que c'était nécessaire et que tous les pays l'ont fait. Vous parliez des risques sur la croissance. Est-ce que pour vous, le Brexit, qui s'annonce dur à venir, c'est un risque pour la croissance française ? C'est un risque gigantesque. C'est un risque gigantesque. Alors ça dépend comment on le calcule, mais enfin c'est 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 points de croissance potentielle en moins. Et là, le risque pour les Britanniques, il est considérable. Il est absolument considérable. C'est un pays qui va se mettre à l'arrêt. Mais vous dites qu'en France, ça peut aller jusqu'à 0,5 points de croissance en moins. Oui, on n'a aucun intérêt, évidemment, à cela. Bref, il y a des baisses d'impôts qui sont financées par de la dette et qui ne sont pas financées. Et ça, c'est évidemment pas acceptable. Parce que c'est pas une vision comptable. C'est pas des propos de comptable avec des manches, des lustrines et puis un tableau Excel. C'est pas ça du tout. C'est que au fond, on obère la vie future des Français. On abdique sur l'idée qu'on souhaite reconquérir notre souveraineté financière. Le pouvoir d'achat des Français, c'est pas uniquement des transferts sociaux. Et ce n'est pas uniquement des baisses d'impôts. Le pouvoir d'achat des Français, c'est combien ils gagnent dans l'entreprise où ils sont, pour les salariés, c'est la majeure partie des Français, combien ils gagnent, et c'est donc la qualité du développement du pays. Le salaire est le reflet de la qualité du développement du pays. Donc c'est d'abord l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat par le revenu. Et l'augmentation du pouvoir d'achat par le revenu, ça se fait par la consommation, par l'investissement dans les entreprises, par la compétitivité, enfin cette bagarre auquel on doit se livrer tous les jours. Il n'y a rien de tout cela dans ce budget. Par ailleurs, sur les impôts, quand Gérald Darmanin dit 5 milliards de moins sur l'impôt sur le revenu, moi j'en doute un peu en net. D'abord, l'impôt sur le revenu, on va en collecter 4 à 5% de plus que l'année dernière. En intégrant cette diminution de 5 milliards. Pourquoi ? Pour des raisons d'abord extérieures, parce qu'il y a de la croissance et que les revenus globaux augmentent, mais enfin surtout parce que le prélèvement à la source fait à un moment donné, quand vous prélèvez plus, vous payez plus d'impôts que ce que vous auriez payé comme impôt sur le système antérieur. Visiblement, c'est aussi plus efficace, donc il y a de meilleures rentrées, c'est ce que dit Gérald Darmanin. Il y a une raison de faire cette réforme. C'est pas tellement 2 milliards de plus, le sujet, c'est que vous, contribuables, vous payez aujourd'hui
aujourd'hui plus d'impôts que l'impôt que vous auriez payé dans l'ancien système. Pourquoi? Parce qu'on vous impose sur votre revenu de maintenant, contemporain, de l'année 2019, alors qu'auparavant, on vous imposait sur le revenu de l'année 2018. Et votre revenu de l'année 2018, il était un peu plus faible, parce qu'il y a de la croissance et que les salaires ont augmenté en moyenne de 2%. Il est un peu plus faible, et donc votre impôt sera plus fort en 2019 que ce qu'il était, que ce qu'il aurait été sur l'ancien système. Vous étiez opposé à ce prélèvement à la source. Aujourd'hui, vous dites que c'est certes bon pour l'État, mais c'est mauvais pour les Français. Gérald Darmanin, je n'étais pas opposé pour des raisons techniques. Personne ne pensait, enfin en tout cas pas moi, et je ne l'ai jamais dit. Donc je ne pensais pas qu'il y ait des problèmes techniques majeurs. L'administration fiscale se prépare depuis bien avant, Gérald, sur ce type de sujet. Mais je pensais qu'au contraire, il y avait des problèmes vis-à-vis de la source en réalité. Parce que vous touchez un revenu qui est inférieur, et donc il y a une valeur travail qui ne s'exprime pas de la même manière. J'étais d'accord pour la contemporanéisation, comme on dit, mais autrement, sur la mensualisation. Enfin, bon. Mais vous dites le sujet n'est pas celui-là. Vous payez plus d'impôts avec le prélèvement à la source. Le sujet n'est pas celui-là, c'est que je crois que l'État reprend d'une main ce qu'il a donné de l'autre, pas tout, mais reprend une partie. Et c'est vrai pour l'impôt sur le revenu, parce que vous payez un impôt sur le revenu plus important que ce que vous auriez payé dans l'ancien système. Et puis deuxième point, pour l'impôt sur les sociétés dans les entreprises, la transformation du CICE, pardon d'être un peu technique, mais la transformation du crédit d'impôt, ça équivaut à une baisse de charges pour les entreprises, donc à une augmentation des résultats, donc à une augmentation de l'impôt sur les sociétés. Et cette augmentation de l'impôt sur les sociétés, elle est certainement entre 3 et 4 milliards d'euros. On verra ce que dit Bercy, alors que les entreprises ne pensaient pas avoir une augmentation de leur impôt sur les sociétés. Donc il y a des plus et il y a des moins. Mais Bercy qui dit quand même que sur le quinquennat, les entreprises vont voir leurs impôts baisser de 10 milliards. Vous n'y croyez pas? Si, il y a une baisse de l'impôt sur les sociétés, il y a une baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, mais qui ne correspond que pour l'instant qu'à... Il y a deux vitesses. Il y a une vitesse pour les entreprises qui font plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas des très grosses entreprises, de belles PME, et puis une baisse pour celles qui plus importante pour celles qui font moins de 250 millions de chiffre d'affaires. On voit bien que tout ça n'est pas au fond pas très clair et qu'on ne met plus l'accent sur la compétitivité. On a abdiqué d'une certaine manière toute idée d'effort. C'est un budget du moindre effort, où on laisse un peu rouler la pierre, où on fait une réforme de la fiscalité locale assez étonnante et au fond assez saugrenue. On dit plus de taxes d'habitation, très bien, on va la compenser par de la taxe sur le foncier bâti. On dit au département, t'avais du foncier bâti, t'en as plus parce que ça va aux communes. Et puis, in fine, on dit, c'est de la TVA qui va régler tout ça. Mais la TVA, elle est touchée aujourd'hui par l'État pour financer les dépenses de l'État. Si cette TVA n'existe plus, comment on finance les dépenses de l'État? La réponse, évidemment, n'est pas claire sur ce sujet. Enfin, dernier point, la baisse du déficit. La baisse du déficit est très très faible. Le ministre dit jamais le déficit n'a été aussi faible. On est en dessous de 3%. Heureusement, tous les autres pays le sont. Entre nous, ce qui compte, c'est de se comparer. C'est pas uniquement de se regarder le nombril tout seul dans son coin. Et on a un déficit plus de 2 fois supérieur à l'ensemble de nos voisins, à l'ensemble de la zone euro. Et le déficit entre cette année et l'année prochaine, il baissera de 0,1, donc de rien du tout. En réalité, on a abdiqué aussi l'idée de baisser réellement et structurellement nos déficits. Moi, je le regrette. Si ça avait été le cas contraire, j'aurais pu applaudir un budget de conquête, un budget d'investissement, un budget dans lequel on puisse exprimer l'idée d'un avenir pour notre pays. Je ne le vois pas. Toujours en matière de fiscalité, Nicolas Sarkozy regrettait de ne pas avoir supprimé l'ISF. Il y a un premier bilan qui a été fait hier et demeure en revanche l'impôt sur la fortune immobilière. Quel bilan vous tirez? En fait, les experts sont plus que nuancés en fait, sur les effets économiques. Il y a eu un très gros rapport qui a été sorti hier par France Stratégie, donc on va en prendre connaissance. On n'en prend pas connaissance dans l'immédiat, il y a plusieurs centaines de pages. Moi, ce qui est dit, semble-t-il, est que c'est plutôt positif pour l'économie. Mais enfin, le délai de l'expérimentation, si je puis dire, est extrêmement Mais Gérald Darmanin dit que l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, a rapporté 2 fois plus que le prévu par le gouvernement. Moi, j'étais favorable à la suppression de l'ISF. J'étais favorable à la création d'un prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital qui existait auparavant. Entre nous, c'est Hollande qui l'avait supprimé. En réalité, il existait à l'époque déjà de Nicolas Sarkozy pour le même taux. Et je suis
suis favorable à cela. D'ailleurs, on voit bien que les dividendes, on a distribué plus de dividendes, donc on irrigue mieux et puis on rémunère mieux le capital. C'est très important. Il faut du capital dans les entreprises et du travail. Sinon, ça ne marche pas. Et puis, il faut de la productivité du travail. Et en ce qui concerne l'ISF, moi, je regrette qu'on n'aille pas plus loin. Je pense que l'IFI est un mauvais impôt. Il y a beaucoup d'impôts sur l'immobilier aujourd'hui. Je rappelle que c'est des impôts qui arrivent au bout déjà d'une chaîne fiscale extrêmement dense et extrêmement lourde. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait aujourd'hui un IFI. Aller plus loin, ça veut dire quoi? Le logement, c'est pas une rente. Il faut des logements, évidemment, en France. Il faut qu'on construise des logements. Il faut que les Français soient fiers d'investir également dans le logement. Je pense que l'IFI est une erreur. La suppression de l'ISF était une bonne chose. Juste pour qu'on comprenne bien votre position, Éric Woerth, vous nous dites que la priorité doit être donnée à la baisse du déficit, à la baisse de la dette. Est-ce que vous, si vous étiez à Bercy aujourd'hui, vous n'auriez pas baissé les impôts sur les ménages comme l'a fait le gouvernement? C'est pas très populaire ce que je vais dire, non. En tout cas, je ne l'aurais pas proposé. Je n'aurais pas proposé de baisse de la taxe d'habitation. On en avait discuté à l'époque au sein de la droite. On n'avait pas retenu cette idée. Tout ça, c'est des idées qui sont partout. Donc on ne l'avait pas fait parce qu'en réalité, ça déstabilisait totalement les collectivités locales, donc l'investissement local, la vie locale. Aujourd'hui, c'est le contribuable national, le consommateur au travers de la TVA, qui va payer les investissements et le fonctionnement local. Est-ce qu'on ne rompt pas un lien et une autonomie des collectivités? Je pense que si, et je pense que c'est tout à fait dangereux. On aurait surtout insisté sur la compétitivité de l'économie française. Le pouvoir d'achat, il est là. On est compétitif, il y a du pouvoir d'achat. On n'est pas compétitif, il n'y a plus de pouvoir d'achat. Et il y a surtout plus d'emplois. On ne parle plus du tout du chômage, d'ailleurs. On reste avec un niveau très, très élevé de chômage. Et paradoxalement, avec des entreprises qui cherchent des employés et qui n'en trouvent pas. Donc ça pose beaucoup de questions. Et ça, on n'en parle jamais. On aurait baissé les impôts des entreprises. Baisser les impôts des entreprises pour les remettre à peu près à la moyenne des autres pays. Pour que nos entreprises n'aient pas de charges supplémentaires par rapport aux autres entreprises. Et notamment, je pense à l'impôt sur les sociétés. Ils ont commencé à le faire, le gouvernement a commencé à le faire de façon extrêmement faible et plus faible que dans d'autres pays, mais il le fait. Il faudrait s'attaquer aux impôts de production. Oui. Bien sûr. Et les impôts de production, c'est d'abord ce qu'on appelle la C3S, il reste encore 3 à 4 milliards, donc beaucoup d'argent. Je pense qu'il faut supprimer cet impôt. Et puis, il y a évidemment les impôts locaux qui pèsent sur la production. Je pense notamment aux impôts fonciers des entreprises. Et ça, c'est un sujet qu'il faut maintenant vraiment aborder. C'est le sujet clé en réalité. Baisse de la dépense, baisse des impôts de production. Un mot, on voit qu'il y a une crise dans les urgences, qu'il y a une crise, un malaise chez les policiers. Est-ce que vous auriez baissé drastiquement le nombre de fonctionnaires ? Ah oui, il faut continuer à baisser le nombre de fonctionnaires. Pas de façon, pas partout. Pas partout. D'ailleurs, personne n'a jamais baissé le même nombre de fonctionnaires en fonction des ministères. Donc, pas du tout partout. Vous regrettez que le gouvernement ait renoncé à cet objectif ? Oui, il a tort d'avoir renoncé à cela. Il a tort d'avoir renoncé au fond, à un mouvement de réforme de l'État expliqué aux Français. Ça n'existe plus. En tout cas, c'est jamais expliqué. Le président est arrivé à l'Élysée avec un objectif qui était de 120 000 fonctionnaires de moins et 50 000 dans l'État. Cette année, dans l'État, le chiffre, oui, je vous sens sourire, le chiffre est quand même prêt à sourire, 47. Bientôt, on va publier le nom de ceux qui ne sont pas remplacés. Il y aura une annexe avec une feuille avec le nom des personnes qui ne sont pas remplacées. 47 personnes sur le périmètre de l'État et des opérateurs de l'État. C'est juste rien. Je rajouterais un autre chiffre assez emblématique du budget, c'est que la redevance télé, on est à la télé, la redevance télé va baisser, et tout le monde en sera content, elle va baisser d'1 euro. C'est tout à fait gigantesque. Donc on voit bien. Et d'ailleurs, les 47, quand vous regardez le document budgétaire, c'est même pas possible de faire un graphique. Il y a des graphiques pour les autres années. Et puis là, les 47, ils ne savent pas comment l'inscrire parce que ça ne marche pas dans le graphique. C'est trop petit. Avec un microscope électronique, on y arrive. Mais moi, j'en plaisante. Mais ce n'est pas une plaisanterie. Ça veut dire qu'on doit mieux produire le service public. Ça veut dire qu'on doit s'attacher ce qui est de la productivité dans le service public. Ça veut dire que les fonctionnaires, parfois, ils ne sont pas assez bien payés. Il faut réellement rentrer dans la question de la rémunération des fonctionnaires. Mais ça veut dire aussi moins de fonctionnaires, travaillant sans doute plus longtemps, différemment, autrement, utiliser à fond le numérique, ce que fait l'État. D'ailleurs, souvent, à Bercy, on utilise beaucoup le numérique et c'est tant mieux. Mais il faut aller beaucoup plus loin là-dessus et ce mouvement, me semble-t-il, est stoppé.
L'an dernier, les comptes de la sécurité sociale étaient repassés dans le vert. Ils vont à nouveau plonger en 2020 avec un déficit estimé à 5 milliards d'euros et notamment la dégradation des comptes de l'assurance vieillesse. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel accès de faiblesse et à quoi est-ce que vous l'attribuez ? Écoutez, j'ai dit qu'il fallait nous rendre le Gérald Darmanin d'il y a 2 ans, parce qu'il n'aurait évidemment pas du tout dit ce qu'il dit aujourd'hui, enfin comparer les propos. Même chose en ce qui concerne la sécurité sociale. L'année dernière, pas l'année dernière, cette année d'ailleurs, l'année dernière et cette année, les ministres gonflaient la poitrine pour dire ça y est, il n'y aura plus de déficit dans la sécurité sociale, c'est historique et c'est grâce à nous. La vérité, c'est ce qu'on avait dit, c'est qu'ils jouaient sur la conjoncture. Donc il y avait plus de masse salariale, plus d'emplois, donc des recettes beaucoup plus importantes. C'est extrêmement sensible à tout ça. Mais aucune réforme structurelle qui venait appuyer ce qu'il disait. On pourrait se dire tant mieux, s'il y a un peu d'équilibre, tant mieux. Enfin, il faudrait bien utiliser ce temps pour réformer structurellement. On s'aperçoit aujourd'hui, ce qu'on avait d'ailleurs dit, c'est que les mesures dites gilets jaunes, elles pèsent très très fort. Parce que quand on exonère de charges sociales, c'est des recettes en moins pour la sécurité sociale. Avant, l'État y compensait. C'est-à-dire qu'il prend une décision, il dit à la sécurité sociale, sur tel sujet, je te coupe tes recettes, et puis il compensait cela. L'État a décidé l'année dernière de ne plus compenser. Pourquoi ? Parce qu'il considérait qu'il y avait un gros trou dans l'État et moins de trous dans la Sécu, donc il considérait qu'il valait mieux baisser un peu le trou de l'État et prendre un peu plus de risques avec la sécurité sociale. C'est de l'équilibrisme budgétaire. Aujourd'hui, le fait de non compenser, ça crée cela. On le voit sur les retraites et on le voit sur l'assurance maladie. Il n'y a pas de réforme structurelle. Et honnêtement, la réforme des retraites qui se prépare, on ne sait plus très bien d'ailleurs. Justement, on en parlait. Pose question. Alors justement, le président de la République part à la rencontre des Français jeudi à Rodez. Est-ce qu'il a raison de lancer une nouvelle phase de concertation alors qu'il y avait déjà eu une phase de concertation avec les syndicats ? Et est-ce que c'est la bonne méthode de se lancer dans cette réforme globale, systémique des retraites ? Mais d'abord, je ne crois pas qu'il y ait de méthode. S'il y avait une méthode, on n'aurait pas on n'aurait pas appuyé sur pause et commencé à mettre un peu de marche arrière. Donc il n'y a pas de méthode en fait. La méthode, c'était Jean-Paul Delevoye, concerte pendant 2 ans quasiment. Et c'est énorme. C'est 1000 fois plus long que toutes les autres réformes qui ont été faites. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un peu un vent de panique, découvrant qu'en réalité, c'est un sujet extrêmement sensible. Ça, je peux vous le dire, j'ai fait, moi, une réforme des retraites en 2010, c'est un sujet extrêmement sensible. Et pour vous, consulter les Français, comme le fait Emmanuel Macron, ça traduit la panique de la part du gouvernement ? Mais consulter les Français, tout le monde, tous les gouvernements consultent les Français. Enfin, on a l'impression que tout d'un coup, tous les gouvernements consultent les Français, tout le temps. Mais à un moment donné, les gouvernements, il faut qu'ils décident aussi. Emmanuel Macron, il avait fixé les lignes de cette réforme. Jean-Paul Delevoye a fait ce qu'Emmanuel Macron lui a demandé de faire. Je crois qu'en réalité, le gouvernement se trompe de réforme. Depuis le début, chercher à faire un seul grand régime, comme on adore en France, au fond, il n'y a plus une tête qui dépasse, on fait un énorme truc extrêmement techno, et puis on dit ce sera plus juste parce qu'il n'y a qu'un seul régime. Et puis après, quelques années après, on revient en disant c'est mieux, ce serait mieux d'adapter aux situations particulières. Il y a des va-et-vient, et ça, c'est pas bien. On aurait dû... c'était quoi une bonne réforme des retraites ? Mais peut-être vont-ils y arriver. C'est la suppression définitive des régimes spéciaux. Ça, il faut supprimer les régimes spéciaux. Nous avons commencé à le faire, je serais trop long de le dire, mais il y a un mouvement de convergence extrêmement important. Il faut terminer ce mouvement de convergence. Il n'y a aucune raison que quand on est conducteur de bus dans une entreprise privée, on ne parte pas au même âge de la retraite que quand on est conducteur de train, etc. etc. Donc avec un régime universel de pénibilité, où on mesure la pénibilité et où on permet de partir plus tôt lorsqu'il y a une pénibilité avérée en lien avec le travail. Il faut augmenter l'âge de la retraite. Parce qu'il y a des problèmes de financement. Il faut probablement aller jusqu'à 65 ans, il faut y aller sur plusieurs années, il faut le décaler au fur et à mesure et intégrer un régime universel de pénibilité, ce qui n'est pas du tout ce qu'a fait Hollande. Nous avons intégré un régime de pénibilité. Il faut reprendre ce régime de pénibilité lié avec le travail. Et puis, troisième point, il faut supprimer les différences entre le public et le privé, parce que les Français considèrent que c'est injuste. Alors ça coûte un peu cher, c'est compliqué à faire, mais il faut supprimer les différences, et notamment cette
fameuse période de référence de 6 mois et de 25 ans. Nous, on avait harmonisé les cotisations sur 10 ans. Aujourd'hui, elles sont harmonisées. On a augmenté l'âge de la retraite. Il faut continuer à le faire. Parce que les réformes que nous menons, si elles ne sont pas vivantes, elles perdent de leur puissance. Les 62 ans, ça commence à perdre de sa puissance parce que les gens sont aujourd'hui à 62 ans et que la réforme, elle a donné 20 ou 30 milliards d'euros au pays. Elle a rééquilibré le système de retraite. En 2018, il était équilibré. Donc ces 3 mesures seraient des mesures tout à fait gigantesques, mais ce seraient des mesures qui permettraient, je pense, d'assurer la première des justices du système, qui est le fait de pouvoir le payer. Le système n'est pas injuste par lui-même. Il n'y a pas un système de retraite qui est injuste, comme le dit le gouvernement, qu'il fallait réformer dans tous les sens. Il fallait attaquer ces 3 points et je pense que le gouvernement devrait se reconcentrer. Et puis laisser à toutes les professions qui ne coûtent rien aux contribuables le soin de s'organiser dans des régimes complémentaires. Un mot avant de terminer, Éric Woerth, sur Nicolas Sarkozy qui ira devant les juges dans l'affaire Big Malion. La Cour de cassation a confirmé hier le renvoi de l'ancien président de la République devant le tribunal. Qu'en pensez-vous ? Je pense que Nicolas Sarkozy s'expliquera devant le tribunal et s'expliquera, j'imagine, avec beaucoup de force. Et puis je pense à lui, voilà, affectueusement. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Éric Woerth. Merci, Patrice Moyon, d'avoir été avec nous ce matin. Demain, à votre place, Éric Woerth, ce sera Emmanuel Vargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Et c'est maintenant l'heure du Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous présente le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indes des radios. Aujourd'hui, avec la bande, nous parlerons longuement des maires. Plusieurs actualités. La loi sur le statut de l'élu qui arrive en commission aujourd'hui au Sénat. Le Sénat qui d'ailleurs va faire des propositions aujourd'hui pour renforcer la protection des maires. Et puis nous allons vous parler d'un sondage exclusif OpinionWay pour Public Sénat et l'INCAS, c'est l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. On va en parler. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Et vous le savez, cette semaine, nous sommes dans les Pyrénées-Atlantiques pour parler d'immigration. Et pour ce deuxième épisode, nous allons parler du droit d'asile. Emmanuel Macron a déclaré hier devant le Conseil de l'Europe qu'il fallait le réformer pour éviter son contournement. Sandra Cerquera et Cécile Sixou ont rencontré une famille déboutée du droit d'asile qui vit dans le Pays Basque. Elles ont voulu comprendre comment ça se passe quand on demande le droit d'asile en France. Regardez. Nous sommes au Pays Basque, près de Bayonne. Dans cette maison derrière moi, une famille algérienne avec 4 enfants est accueillie depuis 1 mois et demi par une habitante. Après une demande d'asile refusée, ils ont fait un recours et ont reçu une obligation de quitter le territoire, mais ont choisi de rester ici. Je vous propose d'aller rencontrer Yaya, le père de famille. Son témoignage est anonyme car il est en situation irrégulière. On vous a refusé votre demande d'asile. C'est quoi aujourd'hui le plus dur pour vous? Je me sens pas bien parce que je reste ici caché. J'ai 4 enfants, je cherche toujours une solution pour travailler, pour aider ma famille. C'est pas pour moi. Alors moi, c'est fini pour moi. Maintenant, j'ai des 4 enfants, ils sont tout petits. Je cherche pour eux, l'avenir pour eux, c'est pas pour moi. Aujourd'hui, concrètement, comment vous êtes aidé? Pour le moment, j'ai un aide médicale, c'est tout, pas plus. J'ai un aide médicale et les gens qui me aident, toutes les associations. Et dans les associations qui me aident, ils ont donné une maison, ils m'ont amené ici de nourriture pour les enfants. Est-ce que vous avez peur qu'on vous renvoie un jour en Algérie? Ça, j'ai peur de ça. Comme cette famille algérienne que nous venons de quitter, ils sont 122 000 en France à avoir fait une demande d'asile en 2018. 36% seulement ont été accordés, ce qui veut dire que plus de 6 personnes sur 10 vivent aujourd'hui sans papier et dans la clandestinité. Nous sommes devant le centre d'accueil de Bayonne avec Hélène Ducard. Bonjour Hélène Ducard, vous êtes membre de la CIMAD du Pays Basque. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe quand un migrant fait une demande d'asile? Donc premièrement, on lui demande s'il a bien été victime de persécution dans son pays.
puisque c'est quand même la condition pour demander l'asile. Si oui, on va leur demander s'ils ont posé des empreintes dans un autre pays d'Europe avant d'arriver ici. Et auquel cas, s'ils ont déjà posé leur empreinte dans un autre pays, ce sera compliqué. S'il n'est pas dubliné, il va poser sa demande, il va écrire son récit de vie avec le maximum de détails. Si elle est refusée, effectivement, ils seront débouté. S'il est débouté, il n'a plus aucun droit en France. Il recevra une obligation à quitter le territoire français qui sera exécutoire si jamais il est contrôlé par la police. Ils quittent vraiment le territoire à ce moment-là, les migrants qui viennent ici ? Ils vont rester en France, ils vont venir voir les associations pour que nous les aidions à vivre cachés. Puisque la seule manière aujourd'hui de régulariser quelqu'un qui a été débouté, c'est qu'il attende 5 ans sur le territoire et qu'au bout de 5 ans, s'il a travaillé alors qu'il n'a pas le droit de travailler, que les enfants étaient à l'école, on peut demander à l'État français à ce qu'ils soient régularisés et qu'ils aient une carte vie privée, vie familiale. Le gouvernement souhaite durcir la politique du droit d'asile. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, les associations ? L'État français souhaite reconduire encore plus de personnes dans leur pays, ce qui veut dire que les gens qui se cachent ici vont être obligés de se cacher encore beaucoup plus. Pour réformer le droit d'asile, le gouvernement pourrait revoir à la baisse l'allocation des réfugiés, une aide actuellement de 6,80 € par jour. Les associations déjà submergées craignent que cela ne soit une charge supplémentaire pour elles. Voilà pour ce reportage de Cécile Sixou et Sandra Cerquera dans le Pays Basque. Dernier épisode, ce sera demain à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. Bonjour messieurs, bienvenue dans ce club. On vient de le voir dans ce reportage, il était question du droit d'asile. Thierry Dupont, hier, Emmanuel Macron était devant le Conseil de l'Europe et le président de la République, il a dit qu'il fallait réformer ce droit d'asile pour éviter son contournement. Est-ce que cette réforme du droit d'asile, elle va forcément être sur la table ? Oui, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, c'est des accès de crispation dans le domaine de l'immigration. On a, le reportage parlait de 122 000 demandeurs d'asile, demandes d'asile déposées chaque année. Il faut savoir qu'il y en a 33 000 qui obtiennent un titre de séjour. Il en reste donc 90 000 qui sont déboutés du droit d'asile et qui, pour l'immense majorité d'entre eux, ne sont pas reconduits à la frontière et ne repartent pas chez eux. Donc ces gens restent chez nous. C'est ainsi qu'on a vu notamment énormément de filières de Géorgiens et d'Albanais prospérer dans notre pays. Et donc il est légitime que Emmanuel Macron s'empare du dossier. Récemment, dans un dossier de l'Express, quelqu'un nous expliquait qu'en fait, les Géorgiens et les Albanais viennent ici parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront jamais reconduits chez eux. Donc voilà, ils s'installent. Et alors le pire, c'est que finalement, on les laisse vivre dans une semi-clandestinité pendant des années. Et puis au bout d'un moment, on leur donne des papiers. Donc tout ça pour ça, il faut vraiment faire quelque chose. Xavier Brivet, il y a un débat sur la politique migratoire qui aura lieu au Parlement la semaine prochaine. Est-ce que les élus, et particulièrement les maires, ils sont en première ligne sur ce dossier ? Oui, alors les maires sont en première ligne car ils les accueillent, ils essaient de leur trouver un logement, un emploi, l'éducation pour leurs enfants, l'apprentissage de la langue française. Un certain nombre d'aides sociales. Ils ne peuvent pas les laisser dans un état de misère. Donc ils sont en première ligne. Ils travaillent avec une délégation interministérielle qui s'occupe de l'accueil, alors à la fois des migrants en général, des réfugiés, des demandeurs d'asile. Et cette délégation a passé une dizaine de contrats territoriaux d'accueil avec les principales métropoles françaises. Ce sont des contrats quasiment sur mesure en fonction des besoins et des populations accueillies par les communes. Ce sont des contrats triennaux. Les métropoles bénéficieront de 300 000 €, une aide de l'État par métropole, donc pour les accueillir. Donc oui, ils sont en première ligne et parfois pour certains, dans certaines communes comme à Grande-Synthe, gérer aussi des camps. Eh bien, on continuera à parler. Thierry, un mot ? Oui, non, mais c'est vrai que le maire se retrouve après à faire face à ses administrés qui lui disent « mais je ne comprends pas, moi j'ai des tentes en bas sous mes fenêtres, qu'est-ce que vous faites pour résorber ce problème ?» Et c'est finalement pas la responsabilité du maire. On continuera à parler de ce sujet et demain pour la suite de nos reportages et la semaine prochaine, puisque je le disais, un débat sur la politique migratoire aura lieu au Parlement. On va passer au thème principal de ce club, les maires. Plusieurs actualités sur ce sujet aujourd'hui, on va y revenir. À commencer
par la première, ce sondage exclusif Opinionway pour Public Sénat et l'UNCAS. Avant de le voir, un mot avec vous, Benoît Calmels. Bonjour. Vous représentez l'UNCAS sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que ce n'est pas très clair pour tout le monde, ce qu'est l'UNCAS? Alors c'est l'Union nationale des CCAS, fondée en 1926. On est la deuxième plus ancienne association d'élus en France et on représente les centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Peut-être préciser ce qu'est un CCAS ou un CIAS, peut-être certains le savent déjà, mais c'est un établissement public autonome, présidé forcément par le maire, d'où ce sondage avec Public Sénat. Et puis il est chargé de porter toute la politique d'action sociale au niveau communal ou au niveau intercommunal, avec une spécificité qui est un conseil d'administration qui est composé pour moitié d'élus du conseil municipal et pour une moitié de personnes issues de la société civile, principalement des associations. Eh bien voilà, ça c'est dit. On va donc voir ce sondage. Quelle perception les Français ont de leur maire? C'est le thème de ce sondage. Avant d'en parler avec vous, messieurs, Samia Dechir nous en dévoile les principaux enseignements. Il reste les élus dont les citoyens se sentent les plus proches. D'après un sondage réalisé fin septembre, près de 80% des personnes interrogées considèrent que les maires sont ceux qui comprennent le mieux leurs préoccupations au quotidien. Ils sont suivis de très loin par les conseillers départementaux, cités par 5% des sondés. Les sénateurs figurent quant à eux tout en bas du tableau. Attachés à leur maire, les Français considèrent qu'ils ne sont pas assez respectés. 66% des sondés sont d'accord avec cette affirmation. Parmi les 1000 personnes interrogées, la plupart jugent positivement le bilan de leur maire. 64% considèrent que c'est un bon bilan, quand 33% le jugent mauvais. Ils sont plus partagés en revanche sur une éventuelle réélection. La moitié des sondés se dit prête à voter pour son maire s'il se représente. 45% préfèrent donner leur voix à un autre candidat. Benoît Calmels, on va parler de ce sondage avec vous. D'abord, finalement, ce sondage, il est assez positif pour les maires. Le maire reste, pour les Français, l'élu qui comprend le mieux leurs préoccupations. Alors il est positif et puis d'un autre côté il n'étonne pas beaucoup. Ça rejoint d'ailleurs la première vague de ce sondage qu'on avait fait en juin avec Public Sénat. Et quelque part, on s'aperçoit avec cette grande différence entre le maire et l'ensemble des autres élus. Et puis une autre question qu'il y a derrière justement sur comment on perçoit l'action des élus au niveau local et au niveau national, on s'aperçoit que c'est l'élu préféré des Français. Peut-être parce que, justement, il sait, et c'est une autre des questions, que c'est le gestionnaire, c'est celui qui gère la vie quotidienne des Français et qui est capable de répondre. C'est comme ça que les Français voient leur maire. C'est pas un leader d'opinion, pour eux, c'est un gestionnaire. Non, ils font bien une différence. C'est-à-dire qu'au niveau national, ça peut être le leader d'opinion, quelqu'un qui a une vision prospective et qui s'occupe de sujets qui ne sont pas sur le territoire. Mais quelque part, le maire, c'est quelqu'un qui répond. On l'a entendu pendant la crise des Gilets jaunes, moi je l'ai entendu dans des débats. Les Français souhaitent vivre quelque part peinards sur leur territoire, et le maire est celui qui leur permet de vivre leur vie quotidienne sur leur territoire. Thierry Dupont-Xavier Brivet, c'est pas une surprise finalement ce sondage de tout temps. Le maire a été l'élu préféré des Français. Oui, avec le président de la République. Oui, avec le président de la République. Mais qui est quand même un peu décroché quand on voit le classement. Oui, le maire, c'est effectivement l'élu de proximité. C'est l'élu, comme dit le président du Sénat, à portée d'engueulade aussi, ou à portée de baffe de ses administrés. C'est celui qui gère les déchets, l'eau, la cantine scolaire, l'ensemble de l'administration d'une commune. C'est donc avant tout un gestionnaire et effectivement un gestionnaire qui bénéficie d'une bonne cote de popularité et qui est bien noté par les Français. On le voit, 64% sont plutôt satisfaits du mandat 2014-2020 et une bonne partie des Français souhaitent que leur maire se représente. Alors il y a quand même une certaine ambivalence parce que le bilan est positif. En face, les maires disent très bien, ils s'en satisfont, mais nous, notre mandat est de plus en plus complexe, de plus en plus chronophage. Nous ne disposons pas d'un statut de l'élu et de conditions d'exercice de mandats locaux au niveau de l'investissement que cette fonction ou cette mission, ce mandat nécessite. Donc le gouvernement entend ça, car le paradoxe, c'est que si les Français sont très satisfaits de leurs élus, 1 sur 2, à peu près aujourd'hui, hésite encore à se représenter en 2020. Donc est-ce que ça va être en 2020 un rendez-vous raté entre des maires populaires, des Français qui les attendent ? On ne sait pas. En tout cas, le gouvernement en a conscience. Et dans le projet de loi engagement et proximité, qui est en discussion au Sénat bientôt, il a prévu des mesures. On va revenir, Thierry. Oui, ce qui m'a frappé dans le sondage, c'est que pour, je ne sais plus, 2 tiers des personnes interrogées, le maire, il accomplit une mission. C'est-à-dire, grosso modo, c'est quelqu'un qui est l'un des leurs, mais qui se dévoue pour la communauté. Qui n'est pas un métier pour les Français. Qui n'est pas un métier. Mission, alors que, voilà, exactement. Lorsqu'on les interroge sur les élus nationaux, là, tout de suite, vous avez un tiers, 34% à peu près, qui disent, voilà, eux, ils en ont fait un métier de la politique. Et donc, c'est toute la différence des perceptions entre le niveau local et le niveau national.
Benoît Calmel, sur ce sujet? Je ne peux qu'aller dans le même sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une critique vis-à-vis de l'élu national, mais ils ont compris, les Français, que l'élu national va s'occuper de choses qui ne les concernent pas dans leur vie quotidienne. Alors que le maire, et ça rejoint un peu ce qui s'est passé cet été, toute cette actualité qu'il y a eu triste d'un côté, mais tout ce qui est ressorti au niveau des médias. Mais en tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que le Français est attaché au maire parce que c'est celui qui, alors s'il n'est à portée d'engueulade, en tout cas, c'est celui qui va gérer leur quotidien. Pour nous, maire, président de CCAS, c'est celui qui va gérer toute l'action sociale. Vous parliez de cette actualité triste de cet été, les incivilités, voire les agressions dont sont victimes les maires se multiplient. On va tout de suite prendre la direction de Saint-Étienne, recueillir le témoignage d'un maire qui s'est fait agresser il y a quelques jours. Bonjour Christophe Basile, vous êtes maire sans étiquette de Montbrison. Merci d'être avec nous. On précise que vous êtes chez nos partenaires de TL7. Christophe Basile, dimanche, vous avez été victime d'une agression. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? C'était un dimanche assez classique pour un maire. J'allais saluer les organisateurs du Kiwanis, de la brocante traditionnelle à Montbrison, et je devais récupérer ma voiture pour aller donner un coup d'envoi pour un match de foot entre Montbrison et Feurs. Pour récupérer la voiture, je passe au jardin d'Allard, et là, il y avait des troubles à l'ordre public, des gens qui hurlaient, qui s'insultaient, qui faisaient peur aux passants, qui devaient faire un détour parce qu'ils ne voulaient pas passer au moment où les gens s'insultaient comme ça. Donc quand je suis arrivé par hasard, je leur ai demandé de se calmer, tout simplement, d'arrêter d'hurler, de se comporter convenablement et éventuellement de rentrer chez eux s'ils n'étaient pas en état, puisqu'ils avaient l'air d'avoir un peu bu. À ce moment-là, la jeune femme s'est précipitée vers moi, nez à nez, me pousse du doigt, m'insulte copieusement, je ne peux pas dire ce qu'elle m'a dit à l'antenne, mais il y en avait tout un florilège, et insiste, elle est très menaçante. Et bien évidemment qu'elle savait que j'étais maire, je m'étais présenté. Son mari, qui était à côté, un peu aussi ivre, lui précise que c'est le maire, qu'il faut qu'elle arrête. Et à ce moment-là, elle dit, mais j'en ai rien à foutre que ce soit le maire. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a littéralement craché dessus, sur la poitrine, sur les lunettes. Donc c'est clairement le maire qui était visé. C'est clairement le maire, c'est clairement votre fonction de maire qui était visée. Oui, tout à fait, oui. La jeune femme dont vous parliez, elle a été interpellée. Elle sera jugée aujourd'hui en comparution immédiate. Est-ce que vous souhaitez une peine exemplaire? Non, je ne suis pas dans la démarche d'une peine exemplaire. La justice doit faire son travail. Ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, on puisse dire aux concitoyens, on peut vous tendre la main. Vous êtes dans la difficulté, on peut vous aider. Et tous les jours, le maire joue ce rôle de pouvoir vous aider. Je crois que c'est très important. Il y a des gens qui sont alcooliques, il y a des gens qui sont dans la cocaïne, qui sont dans la drogue. Il y a des gens qui ont eu des accidents de la vie. On doit pouvoir les aider. Mais il y a des limites. Il y a des limites, on ne doit pas attaquer la fonction d'un maire. Parce que si un maire ne peut plus rétablir ces petites incivilités ou ces incivilités plus importantes, qui va le faire ? Mais on a bien compris que vous laissez faire la justice, mais est-ce que pour vous, les sanctions prévues en cas d'agression d'élus, elles sont assez sévères? Écoutez, je vous le dirai peut-être cet après-midi, puisqu'elle comparait à 1h30, mais il me semble qu'il y a eu un certain nombre de sanctions récemment où il y a eu de la prison ferme qui a été prononcée au travers des différents délits que j'ai vus. Voilà, je crois que l'enfermement, c'est finalement ce qu'il y a de pire pour une personne. C'est ce qu'il y a de pire. Et ça ne résoudra pas tous les problèmes. J'imagine que la personne qui m'a agressé a d'autres difficultés. C'est une personne qui a 34 ans. Elle ne va pas être en prison à vie. Donc il y a bien d'autres solutions à trouver pour ces personnes-là. Mais quoi qu'il en soit, le juge doit prendre une décision et à chacun son métier. Christophe Basile, est-ce que ce qu'il s'est passé dimanche, cette agression dont vous avez été victime, est-ce que c'est de nature à vous décourager ? Non, je ne le pense pas. Je ne vous cache pas que sur le moment, on n'a pas peur. On est dans la fonction et on pense faire ce qu'il faut au moment où il faut. C'est après, avec le recul, quand on rentre à la maison, qu'on peut se dire que ça aurait pu être plus grave. Donc me décourager, non. Peut-être même me renforcer, j'allais dire. Parce que, vous savez, le samedi matin, il y a le marché à Montbrison. Et pour aller de mon cabinet vétérinaire, parce que j'exerce encore un métier, pour aller jusqu'à la mairie, je passe dans le marché. C'est vraiment à ce moment-là où les gens viennent vous voir et vous parlent des problèmes qu'ils ont et qu'il faut résoudre. Eh bien, je crois que non, ça ne va pas me décourager, je ne pense pas. Bien, merci beaucoup. Merci infiniment Christophe Basile d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, vous êtes maire sans étiquette de Montbrison, c'est dans la Loire. Et merci également à nos partenaires de TL7 qui ont permis la réalisation de ce duplex. Merci Christophe Basile. Xavier Brivet, on a entendu ce témoignage fort de ce maire agressé dimanche. Des agressions qui malheureusement se multiplient.
Oui, elle se multiplie. Le ministère de l'Intérieur en a recensé entre 600 et 700 sur l'année passée. Alors c'est tout le paradoxe. On a vu que les Français apprécient leur maire, mais une fraction de la population ne respecte pas l'autorité du maire, ne tolère pas l'application d'arrêtés de police municipale, quel que soit le domaine dans lequel il s'applique. Il y a une forme comme ça va au-delà de l'incivilité, de violence. On ne respecte plus le maire qui incarne pourtant la République, la démocratie locale. Donc le Sénat a lancé une enquête tout au long de l'été jusqu'à la mi-septembre pour recenser auprès des élus le type d'incivilité et de violence et leur gravité. Et ça prête, juste en dire un mot, je vous laisse finir, voilà. Sauf si vous avez les chiffres, allez-y. Non, j'ai pas les chiffres, mais va proposer un plan d'action justement pour résoudre ce problème. Ce matin, Philippe Bas effectivement a fait une conférence de presse. 3812 maires ont répondu sur les plus de 35 000 maires. 100% disent avoir été victimes d'incivilité. 100% des gens qui ont répondu. Voilà. Alors on imagine peut-être que c'est prioritairement ceux qui ont été victimes d'incivilité qui ont répondu. Mais en tout cas, ce sont les premiers chiffres de cette consultation dont vous parlez. Oui, et quelle est la réponse face à ça? L'État ne peut pas empêcher les gens de commettre des incivilités ou des violences. Alors l'État, toujours dans le projet de loi engagement proximité, prévoit de prendre en charge les frais de justice des élus concernés par ce type de violence ou d'incivilité. Et il prévoit de donner plus de pouvoir encore aux maires pour l'application de leurs arrêtés de police. Encore une fois, quel que soit le domaine dans lequel ils s'appliquent. On ne sait pas ce que le Sénat va proposer, on va voir. On va juste parler, Xavier, avec Quentin dans quelques secondes de ce projet de loi Lecornu, mais d'abord sur les incivilités. Vous en parlez, vous, dans le sondage Benoît Calmels. 66% des Français estiment que les maires ne sont pas suffisamment respectés. Alors c'est justement, ça peut paraître étonnant d'avoir à la fois un très grand nombre de Français qui estiment que le maire n'est pas assez respecté et d'un autre côté, une augmentation et l'incivilité. Après, il faudrait, je pense, ne pas se tromper de débat et se dire que des lois, des nouvelles mesures, des nouvelles peines, à la rigueur, oui, d'accord, mais il faut peut-être traiter déjà le problème à la base. La société, actuellement, devient de plus en plus violente en tant que telle et qu'il y a certainement des causes à cela. C'est d'ailleurs ce qu'on débattra au cours de notre congrès qui démarre à partir de demain à Amiens, justement sur cette question de comment le mieux vivre ensemble en société dans la cité. Un mot, Thierry, avant de passer à Quentin. Non, mais c'est en fait l'augmentation des incivilités, elle est quand même le fait d'une petite minorité de la population. Donc voilà, c'est pas contradictoire le fait qu'il y ait 66% des Français qui disent que les maires sont pas assez respectés et en même temps cette montée des incivilités. Allez, on va parler avec vous de ce projet de loi Lecornu, Quentin, projet de loi engagement et proximité qui est examiné en commission à partir d'aujourd'hui. Voilà, puisque face à toutes ces incivilités, il y a effectivement dans le projet de loi un titre qui est justement entièrement consacré à ce problème. C'est le titre 2. Regardez, il vise à renforcer les prérogatives du maire avec, je cite, de nouveaux outils afin de maintenir la tranquillité publique. L'article du projet de loi en question introduit la possibilité pour le maire d'infliger des amendes aux contrevenants de certains arrêtés pris au titre des pouvoirs de police du maire. Donc le texte vise donc à améliorer la sécurité des maires, mais plus généralement, il vise à répondre à la crise de vocation de ces maires. Pour beaucoup de sénateurs, le travail de Sébastien Lecornu dans ce projet de loi, ça a été de reprendre des propositions sur la crise des vocations des élus locaux qui avaient été faites par les sénateurs depuis de nombreuses années. Regardez par exemple, dans le projet de loi, il y a ce volet sur la conciliation entre la vie personnelle et le mandat de maire. Et donc pour réussir cette conciliation, le texte va aider à renforcer les formations ou encore aider à pérenniser les revenus du maire. Car on l'explique, l'âge moyen d'un maire en France, c'est 62 ans. Il est difficile pour un élu local de mener à la fois une vie active et de gagner suffisamment avec simplement son indemnité de maire. Donc le projet de loi va effectivement renforcer ces revenus pour les petites communes notamment. Juste un dernier mot pour signaler que dès février 2018, les sénateurs avaient envoyé un premier questionnaire à 17 000 maires qui avaient pointé 5 priorités. On va les voir. La protection juridique et le statut pénal, c'était arrivé en première place à 19%. La conciliation avec une activité professionnelle, c'était à 18%. Ou encore le régime indemnitaire, la formation, la protection sociale. Les sénateurs vont donc dire au gouvernement, ça fait plusieurs années qu'on vous parle de ces problèmes qui sont aujourd'hui adressés par le projet de loi Lecornu. Voilà, un projet de loi Lecornu dense, vous en parliez Xavier Brivet. Est-ce que pour vous il est suffisant pour répondre à ce malaise des maires ?
À ce stade, il comporte des mesures, d'après les associations nationales d'élus locaux, plutôt satisfaisantes, mais incomplètes. Mais sur le statut de l'élu et sur les conditions d'exercice du mandat, on est au cœur d'un sujet qui n'est toujours pas réglé. Est-ce que nous restons dans une organisation de bénévolat républicain, c'est-à-dire que des hommes et des femmes s'engagent pour une indemnité vraiment peu élevée, au quotidien, 7 jours sur 7, jour et nuit, du lundi au dimanche, du dimanche au lundi? Ou est-ce que le mandat de maire se professionnalise, devient un métier au regard de la complexité du mandat? Aujourd'hui, le maire, ce n'est pas simplement un visionnaire, ça va être aussi un technicien de tout, un financier, peut-être un ingénieur aussi. Bref, donc sommes-nous encore dans le bénévolat républicain ou allons-nous vers la création d'un métier de maire? Alors, le projet de loi Lecornu, lui, arrive un peu entre les deux. C'est une médiane. On renforce un peu le statut de l'élu, mais on ne règle pas tous les problèmes de disponibilité pour autant des maires. Rapidement, Thierry. Non, mais on a vu que c'était tout l'enjeu. Dans le sondage, on voit que les gens sont attachés à leur maire parce que justement, ils n'ont pas l'impression que c'est un professionnel. Ils n'ont pas l'impression qu'il en a fait un métier et qu'il en profite d'une certaine façon. C'est tout le contraire pour les élus nationaux, enfin en tout cas on l'a vu. Et donc du coup, si on professionnalise, on risque de perdre cet attachement à la fonction, encore plus cet attachement à la fonction de maire. Mais je crois qu'une partie des Français n'ont pas conscience encore de ce qu'est l'investissement et l'engagement d'un élu local. Il ne s'agit pas de présider une association sportive où il y a peut-être une assemblée générale et puis plusieurs points dans l'année. C'est tout le temps, c'est une exposition permanente, c'est répondre à la multitude de demandes des administrés, le maire de Montbrison le rappelait, c'est aussi s'exposer aux incivilités, mais parfois aussi à la satisfaction. C'est un véritable engagement. Et c'est une responsabilité immense, parce que vous devez prendre des décisions sur des sujets qui affectent la vie quotidienne de tout le monde. On va terminer cette page sur les maires, sur les communes, sous un angle peut-être un petit peu plus positif grâce à nos partenaires de TVRN. On va se rendre en Bretagne. Pour éviter la disparition de leur commerce, les propriétaires d'un bureau de tabac, ils ont décidé de diversifier leur offre en vendant notamment de la nourriture, des accessoires de téléphonie et bientôt, il sera même possible de payer ses impôts et d'acheter son billet de train dans le bureau de tabac. Regardez ce reportage de nos partenaires de TVRN. Propriétaires du bar du centre de Val d'Anast depuis 3 ans, Franck et Rosalie ont décidé il y a quelques mois d'élargir leur offre aux clients. À la place du rayon presse qui monopolisait les 3/4 de l'espace, on trouve désormais de la nourriture, des boissons et même de la téléphonie. L'objectif, diversifier leurs produits pour éviter un jour de mettre la clé sous la porte. On s'est dit qu'il y a 2 solutions. Soit on reste en l'état, et d'ici quelques années, je pense qu'on aurait des gros soucis financiers et commerciaux. Donc on s'est dit autant essayer de se transformer, de proposer autre chose. Voilà. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse créer un nouveau trafic dans nos établissements, mais aussi permettre aux gens qui ne sont pas forcément véhiculés de pouvoir centraliser toutes leurs démarches administratives, leurs paiements au même endroit. Pour modifier leur commerce, les 2 propriétaires ont bénéficié d'une subvention de l'État, l'aide à la transformation. Dès janvier 2020, ils pourront ainsi vendre des billets de train, mais pas seulement. Ils vont pouvoir venir à nous pour payer leurs impôts sans avoir à le mettre à la poste par le biais d'un chèque ou alors sans avoir les difficultés de déplacement. Les 2 propriétaires espèrent ainsi apporter davantage de services de proximité dans cette commune nouvelle qui compte un peu plus de 3000 habitants, alors que 500 bureaux de tabac ferment leurs portes chaque année en France. Un mot, Benoît Calmette, sur leur. Alors juste un mot, c'est pour dire, très intéressant comme initiative, mais d'un autre côté, je pense que, et les maires le souhaitent aussi dans l'exercice de leur fonction, on parlait de la loi, du projet de loi tout à l'heure, mais quelque part, si on reprenait une petite phrase rugbystique, ça serait bien de replacer les services publics au centre du village, et je pense que ça aiderait largement, plutôt que de se dire maintenant les bars ou les épiceries vont faire à peu près tout. Rapidement, Xavier Brillet. Oui, le gouvernement a présenté un plan en faveur de la ruralité, il y a une dizaine de jours, qui comporte un certain nombre de mesures, et actuellement, il y a aussi tout un déploiement des maisons de services au public, des maisons France Service. Alors, les élus locaux sont assez satisfaits, mais se pose quand même la question centrale du financement de ces nouvelles maisons, qui ne vont pas tout régler, de toute façon. Et s'appuyer sur certains commerces pour remplir des fonctions de service public, c'est bien, mais les élus veulent avant tout un vrai renforcement de l'armature des services au public, et notamment dans la dimension inclusion numérique et accompagnement des Français. Allez, on va passer à un autre sujet, la réforme des retraites. Comme tous les jours, nous allons dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Toulouse, chez nos partenaires de la Dépêche du Midi. Bonjour Éric Berger.
L'événement à la Dépêche, finalement, c'est demain. Ce débat qui aura lieu à Rodez avec Emmanuel Macron et 500 de vos lecteurs, il devait avoir lieu la semaine dernière. Il a été reporté pour cause d'obsèques de Jacques Chirac. Mais il aura bien lieu demain. Emmanuel Macron sera là à Rodez. C'est ça, c'est notre fil rouge de l'actualité cette semaine. Nous allons y revenir très largement dans notre édition de demain. En effet, Emmanuel Macron va lancer le grand débat sur la réforme des retraites à Rodez, dans l'Aveyron. Rendez-vous qui était initialement prévu la semaine dernière, qui a été reporté pour les raisons que vous avez évoquées. Il nous a été reconfirmé ce week-end que ce débat donc avait lieu avec une semaine de décalage. C'est donc un rendez-vous qui est prévu demain à 18h30. 500 abonnés du groupe La Dépêche interrogeront le chef de l'État. Le rendez-vous est fixé à 18h30. Cela devrait durer entre 2 heures et 3 heures dans un format qu'apprécie le président de la République, puisque ce sera vraiment un lien direct avec les citoyens, nos abonnés, qui pourront poser toutes les questions qu'ils souhaitent au président de la République. Il devrait y avoir également Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire en charge de la réforme des retraites, qui sera présent à Rodez. Et demain, d'ailleurs, nous consacrerons 2 pages à ce rendez-vous, avec normalement une interview de Jean-Paul Delevoye qui nous expliquera un petit peu comment va se dérouler cette soirée et puis tout le calendrier de cette concertation autour de la réforme des retraites. Et puis le chef de l'État apprécie particulièrement la région, visiblement, puisqu'on a appris hier qu'il y aurait un 2e rendez-vous dans la région Occitanie. Il s'agit du Conseil des ministres franco-allemands et Toulouse a été choisi pour ce rendez-vous qui aura lieu le 16 octobre prochain. Ça sera en fait lié aux 50 ans d'Airbus pour lequel la France et l'Allemagne sont évidemment très impliquées. Eh bien, ça, c'est une information, La Dépêche du midi, que vous nous révélez ce matin. Un mot, Éric Berger, sur votre une du jour ? Bon, alors en terre de rugby, je ne vais pas tellement vous surprendre en vous disant que nous avons consacré notre une du jour à la Coupe du Monde de rugby et au rendez-vous de ce matin entre la France et les États-Unis, avec ce titre à la conquête de l'Ouest qui fait référence évidemment aux Américains, et on espère bien entendu la victoire du 15 de France, on n'en doute pas. Donc on sera derrière les Bleus ce matin. Eh bien, merci beaucoup Éric Berger, merci La Dépêche du midi, c'est à lire, bien sûr, nos partenaires. Et puis on suivra ce rendez-vous entre Emmanuel Macron et 500 de vos lecteurs. Merci d'avoir été avec nous. Allez les Bleus, hein, Benoît Calmels. Hein. Oui, tout à fait. Sur les retraites, Thierry Dupont avec vous. Est-ce que finalement c'est la bonne méthode, Emmanuel Macron? C'est une méthode qui a fait ses preuves pendant le grand débat, il la réitère ou pas? Ça, on a le sentiment que ça lui manquait un petit peu, ce grand débat. En tout cas, il aime ça, visiblement. Les participants de ce soir, je prévoirais rien pour la soirée, parce que je pense que ça va durer assez tard. Non, il a besoin, Emmanuel Macron, de lancer cette phase de concertation, parce qu'il a besoin de lever les inquiétudes. Elles sont multiples, elles sont parfois alimentées même par je dirais, peut-être pas une cacophonie, mais par une dissonance parfois entre les différents membres du gouvernement. Rappelez-vous, Emmanuel Macron avait écarté l'âge pivot de départ en retraite, et puis dans une interview récente, Jean-Paul Delevoye disait non, mais finalement c'est pas totalement écarté, c'est encore en débat. Donc tout ça nourrit les inquiétudes, il faut absolument les lever. C'est ce à quoi va s'employer le président de la République. Et à suivre, on aura l'occasion d'en reparler. On va terminer avec vous, Quentin, et votre revue de la presse quotidienne régionale. Et Quentin, on commence par l'Est républicain. Voilà, l'Est républicain, vous allez le voir, qui consacre sa une au site dangereux Seveso, car au-delà de l'inquiétude des habitants de Rouen et de la Normandie, on le voit, d'autres quotidiens régionaux font des dossiers spéciaux sur les sites dangereux. En total, en Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges, il y a comme cela 42 sites industriels qui sont répertoriés comme les plus dangereux. Le journal revient par exemple sur l'explosion, vous le savez peut-être pas, Oriane, d'un silo à grains à Port-de-Metz en 1982. Alors ça peut sembler anecdotique, mais en fait ça l'est pas du tout. C'est une énorme déflagration qui ce jour-là a causé un geyser de feu immense. Et dans les décombres, on a retrouvé comme cela 12 personnes décédées. Et donc, on l'a vu en juillet dernier, les 111 silos à grains de Moselle, de Lorraine au total ont été visités. Il y en a 16% d'entre eux qui n'étaient pas en conformité avec le nettoyage de ces bombes potentielles. Autre
autre sujet, Quentin, la une du Télégramme. Voilà, autre sujet, le Brexit, puisque the clock is ticking, comme diraient les Britanniques. La sortie du Royaume-Uni est prévue pour la fin du mois d'octobre. Et sans accord douanier, comme ça s'annonce a priori, eh bien, les ports doivent se préparer à un hard Brexit, un Brexit dur. Et donc, les ports concernés, on les voit ici, par exemple, dans l'édition de L'Orient, ils s'entraînent. Le Télégramme raconte que les ports travaillent à la frontière intelligente. Ça signifie une frontière où les camions, par exemple, vont remplir les formulaires pendant la traversée de la Manche. Le tout pour que ce hard Brexit se passe le moins mal possible, on l'imagine, à la fin du mois. C'est un récit à lire donc dans le Télégramme aujourd'hui. Et en 30 secondes, Quentin, la Nouvelle République. En 30 secondes, ça va être difficile parce qu'il y a deux titres qui sont intéressants. La manifestation des policiers aujourd'hui et effectivement la visite du président du Sénat hier sur la question des maisons de santé. Et on le voit, des maisons de santé qui ne sont pas forcément la réponse à tous les maux de territoire en matière de santé. Eh bien voilà, vous avez réussi en 30 secondes. Merci beaucoup, Quentin, pour cette revue de presse. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. Cet après-midi, ne manquez pas la nouvelle formule des questions d'actualité au gouvernement. Elles auront lieu désormais tous les mercredis à 15h. C'est à suivre en direct, en exclusivité sur Public Sénat dès 14h avec Tam Tranui. Nous, on se retrouve demain. Notre invité politique, Emmanuel Vargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. On vous attend demain. Très bonne journée sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, et avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté